Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique, d'abord sans spoiler puis avec, de Mission Impossible Fallout, le 6e film Mission Impossible, sorti en France ce mercredi 1er août. Je vais d'emblée vous résumer mon avis sur le film pour ne pas trop vous faire languir. Alors j'ai trouvé cet opus convaincant dans l'ensemble, mais sans être exceptionnel. Le film remplit parfaitement le contrat de ce qu'on peut attendre de cette saga, avec des séquences d'action tout bonnement incroyables et une réalisation très serrée et dynamique. Ce qui l'empêche à mes yeux de prétendre au statut de grand film, ce sont quelques faiblesses scénaristiques, notamment dans le développement des personnages et la capacité à dessiner de véritables enjeux émotionnels. Et puisqu'avec ce film on est clairement dans l'adrénaline jusqu'au cou, eh bien je vous rappelle le défi que je vous avais lancé dans ma vidéo d'analyse de la bande-annonce d'Aquaman. Il s'agissait d'atteindre les 200 000 abonnés d'ici fin juillet, et de toute évidence c'est raté, et il s'agissait pour moi de sauter à l'élastique et de vous montrer les images. Alors évidemment ce saut à l'élastique en fait il était prévu depuis longtemps, puisqu'il s'agit d'un cadeau de Super Nini, ma petite amie. Et oui, j'ai bel et bien des images plutôt sympas de tout ça, c'était au viaduc de la Soulœuvre, mais j'attends toujours les 200 000 abonnés pour partager les vidéos avec vous, du coup vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais bon, il est temps de continuer avec mon avis, toujours sans spoiler, en tout cas pas plus que ce que peuvent nous révéler les bandes annonces, et puis parfois j'utiliserai sans doute Fallout pour parler du film, c'est un peu plus court que Mission Impossible Fallout. À la réalisation, on retrouve Christopher McQuarrie, qui avait déjà assuré sur Rogue Nation. Pour cette suite, on le retrouve même au scénario, puisque c'est son boulot de base, et pas sur n'importe quel film, puisqu'on y trouve Usual Suspects, et bien d'autres films qui tournent souvent autour de Bryan Singer à la réalisation, ou encore Tom Cruise à l'affiche. L'une des ambitions affichées par ce Fallout, c'était de plonger dans les motivations profondes d'Ethan Hunt, aller explorer son état d'esprit, mais de ce côté, je trouve que le film est un petit peu décevant, car il est à la fois superficiel et un petit peu attendu. En effet, on reste sur la figure de celui qui met sa vie entre parenthèses pour sauver celle des autres, sans vraiment aller chercher bien plus loin. Apparemment, Tom Cruise s'investit davantage dans les cascades, toujours plus dingues, que dans le développement du personnage, et il faut bien y reconnaître une certaine logique. Bah oui, après tout, on sait que l'immense majorité du public des Missions Impossibles vient pour l'action, moi y compris, mais du coup, si je parle du développement des personnages, ce n'est pas pour chouiner gratuitement, mais c'est juste pour venir souligner que l'attachement au personnage conditionne très souvent l'implication émotionnelle des spectateurs dans ce qui se passe à l'écran, tout simplement. De mon point de vue, c'est justement ce qui permet de distinguer les grands films de genre comme The Dark Knight par exemple, de ceux qui restent au niveau de bonnes attractions à sensations fortes. Plus concrètement, tous les membres de l'IMF restent égaux à eux-mêmes, on retrouve immédiatement nos repères, ce qui fait partie des petits plaisirs d'une telle franchise, c'est vrai. Toutefois, ce manque d'approfondissement m'a davantage gêné pour les antagonistes. Malgré de bons interprètes, on reste dans le flou le plus intégral quant à leur véritable motivation. Le film ne permet pas vraiment de comprendre leur point de vue ou d'illustrer plus concrètement leur façon de voir le monde ou de justifier tout simplement leurs actions. Du côté des héros, le film tente de combler cette petite faiblesse en faisant revenir des personnages des précédents opus, et ça fonctionne en partie. Pour moi, c'est surtout le retour de Linda, interprétée par Michelle Monaghan, qui vient soutenir la tentative d'explorer les motivations profondes d'Ethan Hunt et d'apporter un peu d'émotion. D'ailleurs, je dois bien dire que mon principal souvenir personnel de Mission Impossible 3 vient d'elle et de sa relation avec Ethan Hunt. Pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus réussi dans le film. Toutefois, en termes d'action et de présence à l'écran, c'est surtout Ilsa Faust qui assure le quota féminin. Elle s'en sort correctement, sachant qu'il est particulièrement difficile de briller dans un film construit de toute évidence autour de Tom Cruise. Du côté des méchants, on retrouve notamment Sean Harris dans le rôle de Solomon Lane, qui était au centre de Rogue Nation. Là encore, c'est un moyen bien pratique de créer de la continuité dans la saga, ce qui est une bonne idée. Mais bon, c'est sans doute aussi un moyen de ne pas consacrer trop de temps à l'écran à expliquer les motivations et à explorer les personnages, ce qui contribue pour moi à rendre l'opposition assez lambda. Au final, on a des méchants anarchistes qui veulent renverser l'ordre mondial parce que c'est pas bien, et si on y ajoute l'usage de charges nucléaires, on reste dans du très classique. Pour en terminer avec le scénario, sans entrer dans les spoilers pour le moment, je dirais que certains des nombreux retournements de situation du film sont sans doute en trop, alors que certains éléments de l'histoire restent trop prévisibles. Alors bon, rassurez-vous, après avoir dit tout ça, impossible de ne pas revenir sur ce qui constitue sans l'ombre d'un doute le cœur palpitant de ce film et de cette saga, à savoir des cascades de malade mental. Comme on l'a dit et rabâché dans toute la communication promotionnelle du film, Tom Cruise fait tout ou presque. Son engagement physique est assez fou quand on prend un peu de recul. Non seulement il court, on sait qu'il adore ça, il court beaucoup en bougeant les bras et les jambes très vite, surtout pour un mec de 56 ans, mais surtout il se fait renverser, il pilote voiture, moto et même hélicoptère.
du moins dans tous les plans où on le voit piloter, c'est bien lui qui est aux manches. Et de l'avis même de professionnel de la cascade, il est vraiment très doué pour ça, il se paye le luxe de réaliser à l'écran ce qu'aucun autre acteur n'a jamais accompli, donc chapeau. Forcément, un tel engagement paye à l'écran, c'est 10 fois, 100 fois plus impressionnant que les fameuses séquences numériques qui remplacent les personnages par des pixels et qu'on retrouve de plus en plus souvent. Pour ne prendre qu'un seul exemple, la séquence du Halo Jump est quand même folle. Tom Cruise saute vraiment de 7000 mètres d'altitude et pour assurer la chorégraphie, on parle d'une centaine de sauts de préparation et d'entraînement. C'est tout simplement hors norme, le temps et les moyens techniques mis au service du spectacle sont hallucinants et forcément ça porte ses fruits et ça donne à Mission Impossible ce statut de sommet incontesté de la cascade extrême. Au final, je dirais qu'il n'y a que dans les combats au corps à corps que des productions plus modestes peuvent encore rivaliser et dépasser ce type de film, même si la séquence des toilettes place déjà la barre très haut dans Fallout, on n'atteint pas encore les sommets d'un The Raid par exemple. La cerise sur le gâteau, c'est pour les Parisiens ou ceux qui connaissent la capitale, toute la longue portion du film qui multiplie les séquences de course-poursuite dans Paris. Ces scènes sont encore une fois d'un réalisme à couper le souffle, et Tom Cruise assure toujours, sans même porter de casque, et en bonus, vous aurez même quelques mots d'Ethan Hunt en français, la classe. Dernier point plutôt réussi, la musique. Il n'y a rien de grandiose, d'exceptionnel comme dans Interstellar, et oui, j'ai adoré Interstellar, mais des variations sympathiques sur le thème classique de Mission Impossible, ce qui va contribuer à venir vous hyper dans votre siège. Avant de passer au spoiler, il faut quand même évoquer la durée du film et son rythme. Alors le film fait 2h28, et même si ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, j'ai trouvé qu'il était tellement rythmé qu'il en devenait un peu trop long. En effet, on assiste à un enchaînement de scènes, en grande majorité des scènes d'action, et on regrette l'absence de temps plus posé qui permettrait de mettre en perspective les enjeux et de bien définir la situation, mais surtout les relations entre personnages qui restent le parent pauvre du film. Du coup, même les enfants dans la salle pourraient avoir une impression de gavage d'action qui ne laisse jamais le temps de respirer, or 2h30 en apnée, ça commence à faire long, même avec une grande inspiration. Je vais bientôt passer une assez courte partie spoiler dans cette vidéo, mais si vous quittez la vidéo maintenant, je vous invite à laisser le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous l'aviez sans doute déjà compris si vous avez vu le film, mais lorsque j'évoquais le tournant assez prévisible du film, je parlais du rôle d'Henry Cavill, alias August Walker, alias John Locke. Je reste mitigé sur ce méchant car je pense qu'au final, il est un peu sous-exploité. Malheureusement, on se doute assez rapidement qu'en tant que deuxième acteur le plus connu du film après Tom Cruise, Henry Cavill a de bonnes chances d'en devenir le principal antagoniste. Mais c'est vrai, je reconnais volontiers que la façon dont le piéger, avec ce double de Solomon Lane avec la mise en scène, est bien amenée, c'est intelligent, c'est assez marrant, d'autant plus qu'un petit peu avant dans le film, il se moque de ceux qui se font avoir par les fameux masques de l'IMF. Mais pourtant, la révélation n'est pas une surprise pour le public. Une véritable surprise aurait justement laissé August Walker dans son personnage d'agent brutal de la CIA. Le bon côté, heureusement, c'est que Henry Cavill est vraiment à l'aise dans ce personnage, il porte bien la moustache et il est toujours aussi balèze, et du coup, quand il disait récemment qu'il se verrait bien reprendre le rôle de James Bond, eh bien, je dois dire que personnellement, je serais assez partant. Du coup, c'est d'autant plus frustrant de ne pas en apprendre davantage sur lui, de ne pas suffisamment sentir son ascendant sur Solomon Lane déjà par exemple. Pour le reste, il y a évidemment des tas de scènes too much, mais on ne regarde pas un Mission Impossible pour la vraisemblance de ce qui se passe à l'écran. Pour revenir sur la question du manque d'implication émotionnelle dans le film, que j'évoquais dans la partie sans spoiler, eh bien il y a par exemple la mort du secrétaire d'État interprété par Alec Baldwin et qui nous laisse carrément de marbre. Et oui, c'est sans doute un petit peu dommage, mais ce que je retiendrai surtout de ce personnage, c'est quand il met un pistolet non chargé sur la tête d'August Walker pour le menacer, en sachant, en prévoyant qu'il allait se faire désarmer, et ensuite en le menaçant avec un autre pistolet, lui chargé. Mais du coup, c'est quoi la logique de tout ça? Pourquoi ne pas directement le menacer de loin avec le pistolet chargé et ne pas prendre le risque de se faire mettre KO? Et oui, ça fait partie des aspects un petit peu too much du film. On est dans le retournement de situation pour le plaisir du retournement de situation. D'ailleurs, concernant la directrice de la CIA, interprétée par Angela Bassett, on a un peu de mal à suivre la logique de son énième retournement final en faveur d'Ethan Hunt, si ce n'est le fait qu'elle arrive après la bataille, évidemment, comme une fleur. Bah oui, parce que si on se replace un petit peu dans le contexte, on avait quand même le secrétaire d'État qui devait rapatrier tout le monde aux États-Unis sur ordre plus ou moins de la directrice de la CIA, et finalement il est retrouvé mort. En plus, Ethan Hunt et sa petite équipe sont en compagnie d'un agent un petit peu douteux, perçu comme tel, du MI6. Du coup, il y a vraiment de quoi nourrir la paranoïa de la directrice de la CIA, et à la fin, elle arrive comme ça, tout est pardonné, tout est facile. Bon, un peu dommage.
En conclusion, ce Mission Impossible est un spectacle qui vous coupe le souffle et qui remplit exactement la mission qui lui est donnée par le spectateur en manque de sensations fortes, sans effet numérique à gogo. Toutefois, de mon point de vue, il n'atteint pas le niveau des tout meilleurs James Bond pour le comparer à une franchise voisine, faute d'une suffisante implication émotionnelle, comme dans Casino Royale, Skyfall ou même au service secret de Sa Majesté, dont le principal défaut reste l'absence de Sean Connery. Avant de vous quitter, encore un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne, notamment grâce à Tipeee ou encore à Utip. Et puis pour ce qui est des prochaines vidéos, eh bien j'ai notamment en tête de poursuivre sur le concept des coups de cœur que j'avais testé au mois de juin, ou encore de vous parler, de vous faire une analyse de la bande-annonce du prochain film Godzilla, s'il est encore temps, vous me direz dans les commentaires. Et puis rassurez-vous, les séries ne seront pas en reste. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!